Peu de souffrances sont aussi silencieuses et cruelles que celle de réaliser que son propre enfant, désormais adulte, méprise ses parents. Ce n'est pas seulement du manque de respect, ce n'est pas seulement de la froideur. C'est quelque chose de plus profond, un rejet qui ronge le cœur et l'âme, une blessure qui saigne sans être vue. Beaucoup de parents, lorsqu'ils atteignent la maturité, rêvent de reconnaissance, de proximité et de la récompense naturelle de l'affection qu'ils ont offerte. Cependant, ils sont confrontés à des regards froids, à des distances calculées et à des mots qui blessent plus qu'ils ne rapprochent. Carl Jung, en étudiant la psyché humaine, rappelait que rien dans le comportement humain n'est gratuit. Le mépris d'un enfant adulte ne surgit pas de nulle part. Il naît de racines anciennes, de blessures qui se sont formées pendant l'enfance et l'adolescence, souvent dans des silences ou des absences qui n'ont jamais été nommées. Ce qui n'est pas travaillé pendant l'enfance, disait Jung, revient à l'âge adulte comme une ombre, et cette ombre peut se manifester sous forme de colère, de rejet ou d'indifférence. Lorsqu'un enfant traite son père ou sa mère avec mépris, il ne rejette souvent pas seulement la personne qui se trouve devant lui, mais tout ce que cette figure représente, l'autorité qui était excessive, l'absence qui a fait mal, les exigences qui l'ont écrasé, ou même les rêves frustrés qu'il estime avoir dû porter. Le mépris est donc un symptôme qui montre que les ombres familiales n'ont pas été reconnues et que la relation s'est transformée en un champ de bataille invisible, où chaque geste a plus de poids qu'il n'y paraît. Imaginez une mère qui a consacré toute sa vie à travailler à 2 emplois pour subvenir aux besoins de ses enfants. Elle ne leur a jamais fait manquer de nourriture, de vêtements ou d'études. Mais au milieu de cette lutte, elle n'avait pas le temps pour de longues conversations, pour de longs câlins, pour écouter calmement les angoisses de l'adolescence. Lorsque cet enfant devient adulte, il considère peut-être le sacrifice de sa mère, non pas comme une preuve d'amour, mais comme le souvenir d'une absence. Pour lui, l'argent versé pour les frais de scolarité n'a pas compensé le manque de présence. Et ce qui était une fierté pour la mère peut se transformer en ressentiment pour le fils. C'est le paradoxe auquel tant de familles sont confrontées, des parents qui pensent avoir tout donné et des enfants qui ont le sentiment d'avoir reçu peu de ce qui comptait vraiment. Jung dirait qu'on voit ici la différence entre prendre soin du corps et prendre soin de l'âme. Le corps a reçu de la nourriture et un abri. L'âme, en revanche, a été privée d'affection, d'attention et d'écoute. Un autre exemple fréquent est celui du père rigide, qui croyait que la discipline était le plus grand héritage. Il n'a jamais frappé, jamais abandonné, mais n'a jamais offert un mot d'affection non plus. En grandissant, le fils porte cette froideur comme une marque et, en regardant son père, il ne voit que la dureté qu'il a façonnée. Le respect qu'il devrait avoir se transforme en mépris, car en lui palpite encore le désir d'avoir été aimé de manière plus humaine. Le mépris, au fond, est le reflet de ce qui a manqué. Il montre le vide qui n'a jamais été comblé, les conversations qui n'ont jamais eu lieu, les excuses qui n'ont jamais été demandées. C'est pourquoi il est si dévastateur, parce qu'il ne s'agit pas seulement de mauvaise volonté, mais d'une histoire de lacunes et de silence. Jung affirmait que ce qui n'atteint pas la conscience se manifeste comme le destin. Le mépris des enfants adultes pour leurs parents est souvent la répétition inconsciente de douleurs qui n'ont jamais été élaborées. Mais il y a un espoir. Lorsque les pères et les mères comprennent ce processus, ils peuvent choisir une autre voie. Ils peuvent accepter de ne pas recevoir la reconnaissance qu'ils espéraient, mais tout de même travailler à retrouver leur propre dignité, à ne pas porter des fautes qui ne sont pas les leurs, et à ne pas sombrer dans la douleur de ce qui ne peut plus être changé. Le sujet est difficile, mais nécessaire, car derrière chaque silence, chaque ironie ou chaque distance, il y a un signe qui mérite d'être compris. Reconnaître ces signes est la première étape pour y faire face, non pas dans l'illusion de changer l'autre, mais dans la sagesse de se protéger et de se libérer du poids invisible que porte le mépris. Si vous aimez ce genre de réflexion, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne manquer aucune vidéo. Le mépris explose rarement dès le début par de grands gestes de rupture. Il commence presque toujours de manière silencieuse, dissimulé dans de petites absences, dans des gestes subtils qui rongent le lien au fil du temps. La forme la plus courante est l'indifférence. L'enfant adulte cesse d'appeler, tarde à répondre aux messages, évite tout contact, ne montre aucun intérêt pour la vie de ses parents. Ce manque d'attention peut sembler, à première vue, être simplement la conséquence d'une vie trépidante ou d'une routine mouvementée. Mais lorsqu'il se répète de manière continue,
il révèle quelque chose de beaucoup plus profond, une blessure non cicatrisée. Carl Jung observait que la psyché humaine fonctionne par projection. Souvent, ce que nous évitons ou rejetons chez l'autre est en réalité le reflet de quelque chose qui nous blesse intérieurement. L'indifférence d'un enfant adulte, en ce sens, peut être une projection. Il n'ignore pas seulement son père ou sa mère en tant que personne concrète, mais projette sur eux la figure d'autorité qui, à un moment donné, a représenté la douleur, la répression ou l'absence. Ainsi, le père devient un ennemi invisible, non pas à cause de ses actions présentes, mais à cause de ce qu'il symbolise dans l'inconscient de son enfant. Ce mécanisme est dévastateur pour les parents. Alors qu'ils attendent de l'affection, un lien et de la proximité, ils se heurtent au vide des réponses laconiques, au silence des messages non lus, à l'absence d'invitation. Pour ceux qui sont dans la position de père ou de mère, l'indifférence fait plus mal qu'une confrontation directe. Car la confrontation apporte au moins des mots, au moins une chance de dialogue. L'indifférence, en revanche, est comme un abandon silencieux qui dit « tu n'as pas d'importance ». Exemple réel. Pensez à un père qui, avec discipline, a appelé son fils tous les dimanches après son départ de la maison. L'appel qui était auparavant accueilli avec enthousiasme est désormais pris à la hâte. « Je suis occupé, je te rappelle plus tard ». Ce « plus tard » n'arrive jamais. Les réponses se réduisent à des monosyllabes. Oui, non, d'accord. Peu à peu, le père se rend compte que la conversation, qui était un lien, est devenue une obligation gênante. Le silence qui reste après avoir raccroché le téléphone devient plus lourd que n'importe quelle dispute. Ou imaginez une mère qui garde des histoires à partager avec son fils. Elle se souvient de détails de son enfance, d'épisodes amusants de la famille, de choses qui pourraient alimenter une conversation chaleureuse. Mais lorsqu'elle les raconte, elle ne perçoit que des regards froids, de l'impatience, voire des interruptions. Maman, ça n'a pas d'importance. Son cœur, qui auparavant se remplissait de fierté d'être écouté, se sent désormais insignifiant. Une fois de plus, le silence est plus éloquent que les mots. Pour Jung, cette indifférence est liée à l'ombre. En évitant le contact, le fils adulte tente de se protéger de quelque chose qui n'a pas encore été élaboré en lui. Souvent, la colère ou la douleur qu'il ressent envers ses parents n'est pas consciemment reconnue. Ainsi, plutôt que de la confronter, il préfère s'éloigner. L'indifférence est donc une forme de refus d'affronter sa propre douleur et en même temps de reconnaître le lien qui existe, même en cas de conflit. Le danger de l'indifférence est qu'elle mine lentement la relation. Contrairement à une dispute, qui peut être suivie d'une réconciliation, le silence constant crée un fossé difficile à franchir. À chaque message sans réponse, à chaque anniversaire oublié, à chaque visite reportée, le pont entre parents et enfants se détériore. D'un point de vue émotionnel, pour les parents, ce processus se transforme en un cycle d'autocritique et de culpabilité. Beaucoup se demandent « qu'ai-je fait de mal? Où ai-je échoué ?» D'autres tentent de se justifier. Il est occupé, c'est la vie moderne. Mais au fond, ils ressentent le poids de ne plus être une priorité. Jung rappelait que le besoin d'appartenance est universel. Ignorer ce besoin chez les parents, c'est leur refuser quelque chose d'essentiel, la reconnaissance que leur présence compte toujours. L'indifférence quotidienne est donc l'un des premiers signes de mépris. Non pas parce que l'enfant déteste nécessairement ses parents, mais parce que quelque chose en lui n'a pas encore été résolu, et que la manière inconsciente de gérer cela est le détachement silencieux. Pour les parents, il est essentiel de reconnaître ce signe. Non pas pour sombrer dans le désespoir ou l'exigence excessive, mais pour comprendre que le problème ne réside pas seulement dans le présent, mais dans des blessures plus anciennes qui n'ont peut-être jamais été exprimées. Et c'est là l'aspect le plus douloureux. Le silence n'est pas vide. Le silence est rempli d'histoires non racontées, de douleurs non reconnues, d'ombres qui planent encore sur la relation. C'est pourquoi, souvent, l'indifférence tue plus que les cris. Si l'indifférence blesse par son absence, le sarcasme et l'ironie blessent par leur présence déformée. Ici, il n'y a pas de silence, mais des mots chargés de venin déguisés en humour. L'enfant adulte ne se tait pas. Il parle, mais il parle avec mépris, transformant chaque faiblesse de ses parents en sujet de plaisanterie. Le mépris prend un masque de légèreté, mais derrière le rire se cache une colère accumulée, un ressentiment non résolu. Carl Jung considérait le sarcasme comme l'un des langages les plus clairs de l'ombre. Quand quelqu'un ironise ou ridiculise une autre personne, en particulier des figures aussi centrales que les parents,
Il projette en réalité sur eux une douleur qu'il ne sait pas élaborer consciemment. C'est une façon de rendre le poids qu'il a porté pendant son enfance ou son adolescence. Au lieu d'affronter ouvertement son ressentiment, l'enfant devenu adulte recourt au sarcasme comme exutoire. L'humour, dans ce cas, cesse d'être un pont d'affection et devient une arme d'attaque. Exemple réel, un fils qui, devant ses amis, ridiculise l'accent de son père, transformant sa façon de parler en plaisanterie. Tout le monde rit, sauf le père qui avale son humiliation, ou encore la fille qui, lors d'un dîner, critique avec ironie la façon dont sa mère s'habille. Regarde, elle essaie toujours de paraître jeune, mais personne n'y croit. La phrase semble être une plaisanterie, mais elle est chargée de mépris. Et ce qui est peut-être le plus douloureux, c'est que les parents eux-mêmes forcent souvent un sourire pour ne pas aggraver la gêne, acceptant l'ironie comme s'il s'agissait simplement d'une blague. Ce comportement est d'autant plus dévastateur qu'il se mêle à l'intimité. L'enfant connaît chaque détail de ses parents. Il connaît leurs faiblesses, leurs insécurités, leurs défauts. Lorsqu'il utilise ses connaissances pour se moquer, le coup est assuré. C'est comme s'il disait « Je sais où ça fait mal et je vais m'en moquer ». Il n'y a pas d'humiliation plus amère que d'être ridiculisé par ceux qui devraient vous offrir leur respect. Du point de vue jungien, le sarcasme envers les parents révèle ce que nous appelons le complexe parental négatif. Au lieu de voir en son père ou sa mère une figure de soutien, l'enfant adulte en fait une cible de critique constante. Ce complexe se forme lorsque, pendant l'enfance, la relation a été marquée par un excès d'autorité, par la froideur ou par un manque de reconnaissance. En grandissant, l'enfant ressent le besoin de rabaisser ses parents pour s'affirmer, comme si l'ironie était une preuve d'indépendance. Mais l'effet est corrosif. L'ironie mine peu à peu la dignité des parents. Chaque blague, chaque commentaire acerbe, chaque sourire moqueur laisse des cicatrices invisibles. Le mépris qui se cachait auparavant dans le silence trouve désormais une voix, et cette voix résonne dans les moments les plus intimes. Après avoir entendu ces ironies pendant des années, de nombreux parents commencent à douter d'eux-mêmes, à remettre en question leur propre intelligence, leur choix, leur apparence. L'ombre de l'enfant devient un fardeau pour le père. Il est important de noter que le sarcasme n'apparaît presque jamais sans raison. Souvent, il s'agit d'une réaction inconsciente à des années pendant lesquelles l'enfant s'est senti ridiculisé par ses propres parents. Peut-être est-ce le père qui s'est moqué de ses faiblesses pendant son enfance. Peut-être était-ce la mère qui méprisait ses rêves. Ce que nous voyons à l'âge adulte est la répétition de ce schéma, désormais inversé. Jung rappelait que la psyché est cyclique. Ce qui n'est pas transformé se répète, en inversant simplement les rôles de victime et d'agresseur. Le plus douloureux est que, en public, ce sarcasme prend encore plus de force. Il n'est pas rare de voir des enfants qui, devant des étrangers, exposent des secrets de famille sur le ton de la plaisanterie, sans se soucier de l'embarras de leurs parents. Le rire collectif devient un spectacle de mépris. Le père ou la mère, qui devraient être protégés, deviennent la cible. Le sarcasme n'est donc pas seulement une plaisanterie, c'est un signe clair de mépris camouflé. Derrière chaque ironie se cache une blessure non reconnue, une colère accumulée, une ombre qui cherche à s'exprimer. Pour les parents, il est essentiel d'identifier ce comportement, non pas pour répondre avec plus d'agressivité, mais pour comprendre que l'ironie concerne moins eux-mêmes que les souffrances de leur propre enfant. Cela n'atténue toutefois pas le poids de la blessure. Le sarcasme constant détruit le lien affectif, car il transforme la relation en terrain d'humiliation. Et si l'indifférence tue par le silence, l'ironie tue par l'exposition. Au fond, les deux sont des signes que quelque chose s'est perdu entre parents et enfants, et que le chemin du retour exige du courage, de la conscience et souvent des limites claires. Peu de coups émotionnels sont aussi durs pour les parents que le refus de reconnaissance. Après des années de sacrifices, de nuits blanches, de renoncements silencieux, entendre un enfant adulte dire qu'il ne doit rien à ses parents, c'est comme recevoir une gifle invisible. Il ne s'agit pas de vouloir une gratitude servile, mais du désir humain, profond et légitime, de voir reconnaître les efforts que l'on a faits par amour. Carl Jung rappelait que l'être humain a besoin d'une validation symbolique. Il ne suffit pas de survivre. Nous avons besoin de sentir que ce que nous avons fait pour quelqu'un a de la valeur. Lorsque cette reconnaissance est refusée, cela ouvre une blessure psychique qui touche directement le sentiment d'identité. Pour les parents, qui ont souvent construit leur vie en fonction de leurs enfants, ce refus est dévastateur, car il donne l'impression que leur histoire est inutile.
Le mépris, dans ce cas, apparaît de manière subtile. L'enfant adulte transforme les réalisations de ses parents en obligations, comme s'ils n'avaient en fait que le minimum. Des décennies de sacrifices sont réduites à des exigences naturelles. Un père qui a travaillé tard pendant des années pour payer les études de ses enfants est accusé de n'avoir jamais été présent, sans que ses efforts soient reconnus. Une mère qui s'est sacrifiée physiquement dans des travaux épuisants pour assurer la stabilité est accusée de n'avoir fait que ce que toute mère ferait. L'amour transformé en obligation est l'une des formes les plus cruelles de mépris. Exemple réel, une mère travaille toute sa vie pour payer les études de son fils. Elle fait des heures supplémentaires, renonce à acheter de nouveaux vêtements, économise surtout pour qu'il ait les meilleures opportunités. Lorsque son fils obtient enfin son diplôme, au lieu de reconnaître le dévouement de sa mère, il déclare fièrement « J'ai tout fait tout seul ». Cette phrase, qui peut lui sembler être un signe d'indépendance, sonne pour sa mère comme un effacement de sa propre histoire. Le silence sur tout ce qu'elle a sacrifié devient encore plus douloureux que l'épuisement de chaque nuit passée sans dormir. Ce mécanisme de déni de reconnaissance a des racines psychologiques profondes. Pour Jung, il s'agit d'une relation d'ombre. En ne validant pas ses parents, l'enfant tente de se libérer de sa dépendance symbolique. C'est comme s'il disait inconsciemment « Si je reconnais ce que tu as fait, je resterai lié à toi. Je le nie donc pour prouver que je suis indépendant. » Mais cette indépendance est chargée de ressentiment et de froideur, car la véritable individuation ne consiste pas à nier ses parents, mais à les intégrer dans son propre parcours. Un autre aspect important est la comparaison sociale. De nombreux enfants adultes, en regardant leurs collègues ou amis qui ont eu plus d'opportunités, en viennent à considérer leurs parents comme responsables de ce qui leur a manqué. Ainsi, même les efforts réels sont ignorés, car ils sont mesurés à l'aune d'une règle externe. Une fille peut penser « Tu as fait des efforts, mais ce n'était pas suffisant. La mère de mon ami en a fait plus. » Cette comparaison constante transforme l'amour en une dette impayable, et le refus de reconnaissance devient un mécanisme de mépris. Du côté des parents, la douleur de ce déni se transforme souvent en culpabilité. Beaucoup se demandent « N'ai-je vraiment pas fait assez ?» D'autres entrent dans une spirale de justification. Si j'avais gagné plus, j'aurais peut-être pu offrir une autre vie. Mais la vérité est qu'aucun effort humain n'est parfait. Ce qui fait mal, ce n'est pas la limite réelle de ce qui a été fait, mais le refus de l'enfant de voir ce qui a existé. Jung insistait sur le fait que la reconnaissance n'est pas un simple geste social, c'est un symbole d'intégration psychique. Lorsque l'enfant reconnaît les efforts de ses parents, même s'il n'est pas d'accord avec toutes leurs méthodes, il fait un pas vers la maturité. Lorsqu'il les nie, il reste prisonnier de l'ombre de l'enfance, nourrissant le mépris plutôt que la compréhension. Le refus de la reconnaissance n'est donc pas seulement de l'ingratitude. C'est un signe de mépris silencieux qui dévalorise l'histoire des parents et efface le souvenir de leurs sacrifices. Pour ceux qui vieillissent, ce déni peut être l'une des expériences les plus amères de la vie. Mais c'est aussi un rappel que la valeur de ce qui a été fait ne dépend pas uniquement du regard de l'autre. La dignité des parents ne peut être otage de la validation de leurs enfants. Le silence d'un enfant qui ne reconnaît pas peut blesser, mais il n'efface pas la valeur réelle des gestes accomplis. L'effort a été fait, le dévouement était réel, l'amour était sincère, même si l'ombre du mépris tente de le nier. Reconnaître cela intérieurement est souvent le seul moyen d'empêcher le refus des enfants de détruire l'estime de soi et la paix intérieure des parents. Parmi tous les signes de mépris, aucun n'est peut-être aussi cruel que de réaliser que la relation avec son enfant adulte se résume à l'utilité. Il n'y a pas de recherche d'affection, de dialogue, de véritable partage. Le contact n'a lieu que lorsqu'il y a un besoin pratique, demander de l'argent, solliciter des faveurs, recourir à des soins dans les moments difficiles. En dehors de ces situations, le silence règne. L'enfant disparaît pendant des semaines ou des mois et ne revient que lorsque cela lui convient. Pour le père ou la mère, ce comportement génère un sentiment d'être réduit à un objet, quelqu'un qui n'est pas considéré comme une personne, mais comme une ressource. Carl Jung appellerait cela la manifestation d'un complexe parental négatif, un schéma inconscient dans lequel la figure des parents est intériorisée non pas comme une source d'amour ou de sécurité, mais comme un symbole d'obligation éternelle. Dans ce complexe, l'enfant ne voit plus l'humanité de ses parents. Il ne voit que ce qu'il peut obtenir d'eux.
Cette dynamique est souvent alimentée par des histoires familiales non résolues. Dans de nombreux cas, l'enfant a grandi dans un foyer où l'amour était conditionnel. Il ne recevait de l'attention que lorsqu'il répondait aux attentes, obtenait de bonnes notes ou se comportait d'une certaine manière. En devenant adulte, il répète le schéma inversé. Il n'offre sa présence que lorsqu'il y a un échange utilitaire. Le lien émotionnel, qui devrait être la base, cède la place au marchandage. Exemple réel. Des enfants qui disparaissent pendant des mois, sans un seul appel pour savoir si leurs parents vont bien. Soudain, ils réapparaissent un après-midi, avec une urgence. « J'ai besoin d'argent pour payer le loyer ». La visite ne dure que le temps de la nécessité. Une fois l'aide accordée, ils disparaissent à nouveau, laissant derrière eux le vide de leur absence et la douleur d'avoir été instrumentalisés. Le père ou la mère qui ont renoncé à tant de choses au cours de leur vie se sentent alors utilisés, non aimés. Ce schéma devient encore plus dévastateur lorsque les parents vieillissent. Beaucoup croient que la maturité de leurs enfants leur apportera proximité et attention. Mais ils découvrent que, dans la pratique, la relation reste marquée par l'exploitation. La demande d'aide ne se limite pas à l'argent. Elle implique des faveurs telles que s'occuper des petits-enfants sans reconnaissance, servir de chauffeur ou résoudre des problèmes bureaucratiques que l'enfant ne veut pas affronter. Lorsque ces tâches sont terminées, la relation se refroidit à nouveau. Jung voyait dans ce type de comportement un symptôme de non-individuation. Au lieu de devenir indépendant et de tracer son propre chemin, l'enfant adulte reste prisonnier de l'image de ses parents comme pourvoyeur éternel. Mais au lieu de gratitude, cette dépendance engendre du ressentiment, et le mépris apparaît comme un moyen de masquer sa propre immaturité. En utilisant ses parents, l'enfant se défend contre le sentiment d'incapacité, les rendant responsables de sa propre fragilité. Du point de vue des parents, cette situation crée un dilemme profond. D'une part, leur instinct et leur affection les poussent à aider. D'autre part, ils se rendent compte que chaque aide ne renforce pas le lien, mais le vide. À chaque demande satisfaite, la douleur de réaliser que la présence de l'enfant n'était pas motivée par l'amour mais par le besoin grandit. Cette expérience répétée à maintes reprises sape l'estime de soi des parents et leur laisse le sentiment amer d'être jetables lorsqu'ils ne sont plus utiles. Le plus dangereux est qu'au fil du temps, cette relation utilitaire peut corrompre la dignité des parents. Beaucoup finissent par accepter cette dynamique par crainte de perdre complètement le lien. Si je ne l'aide pas, il ne reviendra plus. Ainsi, ils acceptent l'exploitation comme un moyen de garder leur enfant près d'eux, même si ce n'est que de manière superficielle. Mais ce type de relation ne fait que renforcer le cycle d'utilisation et de mépris. Il faut comprendre que l'utilisation utilitaire n'est pas un signe d'amour, mais de déséquilibre. L'enfant adulte qui ne voit ses parents que comme une solution à ses problèmes ne s'est pas encore libéré de l'ombre de son enfance. Et les parents, en acceptant ce rôle sans le remettre en question, renforcent cette prison. Reconnaître ce signe est douloureux, mais nécessaire. Cela signifie admettre que la relation est contaminée par l'utilité et qu'il faudra établir des limites claires pour retrouver sa dignité. Jung rappelait que la véritable maturité ne survient que lorsque nous parvenons à voir l'autre non pas comme l'objet de nos besoins, mais comme un sujet à part entière digne de respect. Pour les parents, la leçon est dure, mais libératrice. L'amour ne doit pas être confondu avec la servitude. Si l'enfant ne vient que pour demander sans rien donner en retour, ce n'est pas de l'attention, mais du mépris déguisé en besoin. Et aussi difficile que cela puisse être, fixer des limites peut être le seul moyen de retrouver la valeur de la relation et de soi-même. Si l'indifférence blesse par le silence et le sarcasme par le rire agressif, la critique constante blesse par son insistance. Ici, le mépris ne se cache plus derrière des déguisements. Il se révèle ouvertement et de manière répétitive, transformant chaque geste des parents en cible de jugement. Rien ne semble être à la hauteur. La nourriture préparée n'est pas bonne. L'opinion exprimée est dépassée. Même la façon de marcher ou de parler devient un motif de correction. L'enfant adulte ne voit plus l'humanité de ses parents, mais un ensemble de défauts à pointer du doigt. Pour Carl Jung, ce schéma révèle une identification négative. Au lieu de simplement se différencier de ses parents et de suivre son propre chemin, l'enfant construit son identité en opposition à eux. La lutte inconsciente ne vise pas seulement à être différent, mais à prouver constamment qu'il n'est pas comme son père ou n'est pas comme sa mère. Paradoxalement, cette haine maintient l'enfant prisonnier de ce qu'il tente de rejeter. En termes jungiens,
c'est comme si l'ombre parentale était projetée sans cesse, obligeant l'enfant à se définir par la négation. Ce mécanisme est profondément épuisant pour les deux parties. Pour l'enfant, la vie devient un combat sans fin contre une figure qui n'exerce plus la même autorité. Pour les parents, chaque critique mine l'estime de soi et le sentiment de valeur. Ce qui devrait être un espace de partage se transforme en tribunal, où chaque geste devient une preuve d'incompétence. Exemple réel, une mère âgée qui passe des heures à préparer un déjeuner pour recevoir son fils. Au lieu de gratitude, elle entend la phrase « Tu ne sais rien de la vie moderne, cette nourriture est démodée ». Ce qui était pour elle une preuve d'amour devient pour lui un motif de mépris. Ou encore le père qui tente de donner son avis sur des sujets d'actualité et qui est interrompu par un commentaire cinglant « Tu ne comprends rien au fonctionnement du monde ». Le ton est impatient, comme si l'existence même du père était une erreur à corriger. Cette critique constante révèle une dynamique psychologique dangereuse. Le fils ne parvient pas à voir ses parents comme des êtres humains à part entière, avec leurs qualités et leurs défauts, mais seulement comme des symboles de tout ce qu'il rejette en lui-même. Jung disait que tout ce qui nous irrite chez les autres peut nous amener à nous comprendre nous-mêmes. Lorsque le fils adulte ne supporte pas les gestes de ses parents, il est en réalité confronté à des aspects de lui-même qu'il craint ou méprise. La critique, dans ce cas, porte moins sur les parents que sur ses propres blessures non résolues. Du point de vue des parents, l'effet est dévastateur. Vivre sous le feu des critiques constantes génère un sentiment d'impuissance. Beaucoup en viennent à croire qu'ils ne sont capables de rien faire de bien, même après une vie entière d'efforts. D'autres se replient sur eux-mêmes, évitant de parler ou d'agir pour ne pas susciter de nouvelles attaques. Ce repli sur soi n'apporte cependant pas la paix. Il ne fait que renforcer la distance et le sentiment de ne plus être respecté. La critique constante peut également s'accompagner d'humiliations publiques. Certains enfants corrigent leurs parents devant leurs petits-enfants, leurs amis ou leurs voisins, comme s'ils avaient besoin de réaffirmer leur supériorité. Pour Jung, c'est un symptôme clair du nombre projeté. En rabaissant ses parents, l'enfant tente d'élever son estime de soi, mais reste prisonnier du ressentiment. Le paradoxe est qu'en critiquant sans cesse, l'enfant reste lié précisément à ce qu'il souhaite nier. Son identité ne se construit pas de manière autonome, mais par opposition. Ainsi, plus il critique, plus il s'emprisonne dans ce lien négatif. Cette dynamique montre la profondeur du mépris. Il ne s'agit pas seulement d'un manque d'affection, mais d'une dépendance émotionnelle masquée par le rejet. Il est essentiel que les parents reconnaissent ce signe. Il s'agit de comprendre que la critique constante ne définit pas qui ils sont, mais révèle les conflits internes que leur enfant n'a pas encore résolus. Cela ne diminue pas la douleur d'entendre sans cesse qu'ils sont incapables, mais aide à comprendre que le problème ne réside pas seulement dans leurs gestes, mais dans la manière dont ils sont utilisés par leur enfant pour alimenter un conflit interne. En fin de compte, la critique constante détruit non seulement le lien familial, mais aussi la possibilité de croissance individuelle. Pour Jung, l'individuation, le processus qui consiste à devenir qui nous sommes vraiment, exige que nous acceptions nos origines, au lieu de passer toute notre vie à les combattre. L'enfant qui critique constamment ses parents est en fait prisonnier du passé qu'il tente de nier. Pour les parents, la solution consiste à ne pas laisser ces critiques constantes effacer leur dignité. Le respect de soi doit rester intact, même face à un jugement implacable. Car en fin de compte, la critique constante n'est pas un signe de vérité absolue, mais de mépris qui n'a pas encore trouvé de remède. Parmi tous les signes de mépris, peu sont aussi douloureux que l'exclusion. Elle ne se manifeste pas par des mots durs ou des critiques explicites, mais par quelque chose d'encore plus dévastateur, le silence des grands moments. L'enfant adulte exclut ses parents des événements centraux de sa vie. Il ne les invite pas aux réunions de famille, ne partage pas ses réussites, ne leur demande pas conseil pour les décisions importantes. C'est comme si, soudain, ses parents avaient cessé d'exister dans la biographie qu'il est en train d'écrire. Carl Jung considérait l'exclusion comme un symbole de mort psychique. Lorsqu'un enfant exclut ses parents de sa vie adulte, il agit comme s'il souhaitait effacer leur présence de son histoire. Il ne s'agit pas seulement d'une distance pratique, mais d'un rejet symbolique. Vous n'avez plus votre place dans ma vie. Ce message, même s'il n'est pas exprimé, résonne brutalement dans le cœur des parents. Exemple réel. Des parents qui découvrent sur Facebook que leur fils s'est marié. La fête a eu lieu, les photos ont été publiées, mais ils n'étaient pas là.
Ou encore des grands-parents qui n'apprennent la naissance d'un petit enfant que quelques jours plus tard, en voyant des images sur les réseaux sociaux. La douleur ne réside pas seulement dans le fait d'avoir manqué l'événement en soi, mais dans le fait de réaliser qu'ils n'ont même pas été jugés dignes d'y participer. Ce type d'exclusion est l'une des formes les plus cruelles de mépris, car il transforme l'amour en invisibilité. D'un point de vue psychologique, l'exclusion est liée à la tentative inconsciente de l'enfant de rompre les liens qu'il considère comme nuisibles ou oppressants. S'il y a eu des conflits mal résolus, des critiques excessives ou des absences marquantes pendant l'enfance, l'enfant peut essayer à l'âge adulte de se protéger en effaçant ses parents de son histoire. Jung rappelait que ce qui n'est pas intégré revient sous forme d'ombre, et l'exclusion est un signe clair de cette non-intégration. Au lieu d'accepter ses parents avec leurs défauts et d'aller de l'avant, l'enfant préfère nier leur existence. Ce mécanisme, cependant, emprisonne les deux parties. L'enfant croit qu'en excluant ses parents, il gagne en liberté, mais en réalité, il reste prisonnier de leur ombre. Après tout, l'effort de déni est aussi une forme de dépendance. Il doit rester vigilant, attentif à chaque possibilité de se souvenir de ses parents, afin de pouvoir les rejeter à nouveau. Cette vigilance constante l'empêche de construire une identité véritablement autonome. Pour les parents, l'exclusion est dévastatrice car elle touche à l'essence même du lien. Ne pas être invité à un déjeuner est douloureux, mais être exclu des rites de passage, mariage, naissance, réussite professionnelle équivaut à être déclaré insignifiant. C'est comme si tout l'investissement émotionnel et les années de soins étaient effacés d'un seul geste. Le cœur de ceux qui vieillissent ressent non seulement l'absence physique, mais aussi la confirmation que, pour leur enfant, il n'y a plus de place. Il y a également un effet social. Être exclu de la vie de ses enfants expose souvent les parents à des situations embarrassantes devant leurs amis et leurs familles. Alors que d'autres commandent fièrement les remises de diplômes, les petits-enfants ou les voyages en famille, ces parents doivent cacher la douleur de l'exclusion, en inventant des excuses ou en restant silencieux pour ne pas révéler qu'ils ont été écartés. Cette solitude publique intensifie encore davantage la blessure. Il est important de comprendre que l'exclusion n'est pas seulement un acte rationnel, mais un geste chargé de symboles inconscients. Souvent, l'enfant adulte croit se protéger en gardant ses distances, mais en réalité, il répète un schéma de déni hérité. Jung disait que la véritable maturité ne survient que lorsque nous sommes capables de regarder nos origines, de reconnaître ce que nous avons reçu de bon et aussi les souffrances, sans rien effacer. Exclure ses parents, c'est nier une partie de sa propre identité. Pour les parents, reconnaître ce signe demande du courage. Il ne s'agit pas de supplier pour être inclus, ce qui ne ferait que renforcer le sentiment d'indignité, mais de comprendre que l'exclusion en dit plus long sur l'enfant que sur eux. Bien qu'il soit impossible de ne pas souffrir, il est essentiel de se rappeler que l'absence à des événements n'efface pas la présence réelle de ce qui a été vécu. Le passé, avec ses gestes d'attention et de sacrifice, ne peut être effacé par des photos qui ne l'incluent pas. L'exclusion est donc peut-être le summum du mépris. Il n'y a pas d'insulte, pas de confrontation, seulement le vide là où il devrait y avoir un lien. Pour Jung, ce vide est un appel à la conscience. Les parents ne peuvent pas changer cette réalité à eux seuls, mais ils peuvent choisir de ne pas la laisser définir leurs valeurs. Car être exclu ne signifie pas n'avoir jamais été important. Cela signifie seulement que l'ombre de l'enfant n'a pas encore su gérer sa propre histoire. Parmi tous les signes de mépris, celui-ci est peut-être le plus subtil et pour cette raison même, l'un des plus dangereux. Contrairement à l'indifférence ou à la critique ouverte, il se cache derrière une apparence d'attention. L'enfant adulte se présente comme quelqu'un d'attentionné, toujours prêt à aider, mais cette aide s'accompagne d'un ton de supériorité. Il traite ses parents comme des incapables, comme s'ils étaient des enfants incapables de décider par eux-mêmes. Cela ressemble à de la sollicitude, mais c'est en fait une forme déguisée de mépris. Carl Jung voyait dans ce comportement une tentative inconsciente de la part du fils d'affirmer son individuation par la négation. Selon lui, le processus d'individuation est le chemin par lequel nous devenons qui nous sommes vraiment, sans être prisonniers de l'ombre de nos parents. Mais lorsque ce processus échoue, l'enfant peut rechercher l'indépendance en rabaissant ses parents, les transformant non pas en référence à intégrer, mais en fardeau à tolérer. C'est comme s'il disait « Je ne peux être adulte que si je prouve que vous ne servez plus à rien ».
Exemple réel. L'enfant qui empêche sa mère de prendre de petites décisions pour son bien. Il ne lui permet pas de choisir quoi porter ou aller, ni même comment organiser sa propre maison, prétextant qu'il ne fait que prendre soin d'elle. Mais derrière cette attitude se cache le message qu'elle n'est pas capable de décider par elle-même. Ou encore la fille qui, dans ses conversations avec ses amis, se moque des opinions de son père comme si elles étaient sans importance, le traitant comme quelqu'un qui n'a plus rien d'utile à offrir. Apparemment, ce n'est que de l'humour, mais en réalité, c'est une façon de réduire la voix du père au silence. Ce type de mépris déguisé est particulièrement douloureux car il sème la confusion chez les parents. Tout en recevant des gestes d'attention, ils ont le sentiment que leur autonomie est érodée. L'amour qui devrait les renforcer devient une prison délicate. Beaucoup finissent par accepter ce comportement parce qu'ils craignent de perdre le peu de proximité qui existe encore. Mais ils vivent dans un sentiment constant d'humiliation voilée. Du point de vue jungien, ce comportement est le reflet d'un conflit interne chez l'enfant. Il a besoin d'affirmer sa force, mais il n'y parvient pas de manière constructive. Il rabaisse donc ses parents pour se sentir plus grand. C'est comme un adolescent qui, en grandissant, tente de montrer sa maturité en se moquant des défauts des plus âgés. Seulement, à l'âge adulte, cette attitude ne révèle pas de la maturité, mais une stagnation émotionnelle. Un autre aspect important est l'impact social. Lorsque l'enfant infantilise ses parents en public, le mépris prend encore plus d'importance. Combien de fois voyons-nous des scènes où des enfants adultes interrompent leurs parents avec des phrases telles que « Laisse-moi expliquer, il ne comprend pas ces choses-là ». Le public rit, les parents se taisent et leur dignité est blessée. Cette scène, qui se répète lors de dîners de famille ou de réunions sociales, renforce l'idée que vieillir est synonyme d'incapacité. Jung mettait en garde contre le danger de nier la sagesse ancestrale. En traitant ses parents comme un fardeau, l'enfant non seulement porte atteinte au lien familial, mais rompt également avec l'héritage symbolique qui pourrait enrichir sa propre vie. Les connaissances que possèdent les parents, leurs histoires et leurs expériences ne sont plus considérées comme une richesse, mais sont désormais traitées comme du bruit. Il en résulte une société qui idolâtre la jeunesse et rejette la vieillesse, perdant ainsi la profondeur que seul le temps peut offrir. Pour les parents, faire face à ce type de mépris exige de la clarté. Il faut faire la différence entre une attention sincère et une infantilisation. Accepter de l'aide ne signifie pas renoncer à son autonomie. Reconnaître quand son enfant agit avec supériorité est la première étape pour établir des limites. Je te remercie de ton inquiétude, mais je peux encore décider par moi-même. Cette simple affirmation est un moyen de retrouver sa dignité sans entrer en confrontation directe. Le mépris déguisé en pitié est perfide, car contrairement à l'indifférence ou à l'exclusion, il n'éloigne pas physiquement les enfants. Ils restent présents, mais leur présence est oppressante, marquée par des gestes qui rabaissent plutôt qu'ils n'élèvent. Au fond, ce comportement en dit plus long sur la peur de l'enfant que sur l'incapacité des parents. C'est la peur d'assumer pleinement sa propre vie, qui se traduit par le besoin de prouver à tout moment qu'il n'a plus besoin de ses parents. C'est donc peut-être le signe le plus subtil et en même temps le plus cruel. Sous le masque de l'attention se cache le message que les parents n'ont plus aucune valeur. Jung nous rappellerait que la véritable individuation ne se construit pas sur le déni de l'autre, mais sur l'intégration. Un enfant vraiment mature n'a pas besoin d'infantiliser ses parents pour affirmer sa propre autonomie. Le mépris des enfants adultes ne vient pas de nulle part. Il n'est pas seulement le fruit de la modernité, de la précipitation du monde ou des différences entre les générations. Il est l'écho de douleurs non exprimées, de traumatismes non résolus, de défaillances émotionnelles qui se sont transformées en distance. Chaque silence qui n'a jamais été expliqué, chaque blessure qui est restée cachée, chaque mot qui aurait dû être dit et ne l'a pas été, tout cela construit, brique par brique, le mur qui sépare les parents et les enfants à l'âge adulte. Carl Jung, en explorant les profondeurs de l'âme humaine, rappelait que ce qui n'atteint pas la conscience revient sous forme de destin. Cette phrase résume la dynamique invisible qui traverse tant de familles. Lorsque les parents et les enfants ne confrontent pas leurs ombres, lorsqu'ils ne parlent pas de leurs blessures, le ressentiment se transforme en héritage silencieux. Le mépris n'est alors pas seulement un choix conscient de l'enfant, mais le résultat d'un courant souterrain qui coule depuis des années. Mais comprendre cela ne signifie pas accepter la condamnation. La lucidité sur l'origine du mépris peut ouvrir la voie à quelque chose de différent. La guérison ne consiste pas à forcer l'amour,
à implorer l'attention ou à essayer d'acheter la proximité avec des faveurs et de l'argent. La véritable issue est de retrouver sa dignité. Pour les parents, cela signifie établir des limites claires, reconnaître sa propre valeur et, lorsque cela est possible, dialoguer clairement, sans craindre d'exposer sa douleur. Il faut se rappeler que la dignité ne dépend pas de la réciprocité. Même lorsque l'enfant ne répond pas, même lorsque la distance persiste, le père ou la mère peut choisir de ne pas porter des fautes qui ne lui appartiennent pas. Beaucoup s'emprisonnent dans des pensées telles que « j'aurais dû en faire plus » ou « peut-être que je n'ai pas été assez bon ». Cependant, la vie offre rarement la perfection. Ce qui s'est passé, ce sont des tentatives humaines, des gestes d'attention souvent limités par les circonstances. Porter une culpabilité injuste, c'est perpétuer l'emprisonnement. Jung considérait la vieillesse non pas comme un temps de regret, mais d'intégration. C'est à ce stade que nous pouvons regarder en arrière et comprendre ce que nous avons été, sans nier ni idéaliser. Il en va de même dans la relation avec les enfants. Il ne s'agit pas d'effacer la douleur du mépris, mais de l'accepter comme faisant partie d'une histoire qui peut être redéfinie. La maturité permet de choisir, rester dans la blessure ou marcher vers la libération intérieure. Récupérer sa dignité, ce n'est pas rompre brutalement les liens, mais les redéfinir. Dans certains cas, il sera possible de dialoguer, exposer calmement ce qui fait mal, montrer à l'enfant que l'indifférence ou l'ironie laissent des traces. Dans d'autres, le silence sera nécessaire. Non pas le silence de l'humiliation, mais le silence du choix conscient de ne pas se soumettre à des dynamiques destructrices. Dire « ça suffit » est aussi une forme d'amour propre. Et même lorsqu'il n'y a pas de retour en arrière possible, la vie offre la possibilité de créer de nouveaux espaces d'appartenance. Les amis, la communauté, la spiritualité, les petits-enfants, tous peuvent devenir des sources d'affection sincères, non pas basées sur l'obligation, mais sur le choix. Car la valeur d'un père ou d'une mère n'est pas seulement déterminée par le regard de ses enfants, mais par la dignité qu'il ou elle porte en soi. Conclusion percutante. Il n'y a pas de plus grande libération que de comprendre que le véritable amour ne quémande pas de reconnaissance. Il ne demande pas, ne mendie pas, ne s'humilie pas. Le véritable amour reste digne, même face au mépris. Lorsque les parents découvrent cela, ils ne deviennent pas les otages de l'ombre de leurs enfants, mais les gardiens de leur propre lumière. Et cette lumière, silencieuse et ferme, est le plus grand héritage qu'ils puissent laisser, car elle enseigne que la dignité est toujours le dernier refuge de l'amour. Si cette réflexion vous a plu, aimez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour recevoir d'autres réflexions, comme celle-ci. Ainsi, vous ne manquerez aucun nouveau contenu. Portez-vous bien et à bientôt.